Hein, Voilà, et on peut y aller. c'est parfait. Voilà, on rejoint la réunion. Écoutez, alors donc, Erev Tov à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Voilà, un grand bonsoir pour notre réunion hebdomadaire, tous les lundis, Baruch Hashem. Je vois qu'il y a beaucoup de fidèles et qui m'appellent dans la semaine, ça fait plaisir. Donc, on va encore continuer dans cette étude d'Alachot qui, Baruch Hashem, se développe et intéresse de plus en plus les gens. Les gens comprennent que l'Alachot, les Arba Amot de l'Alacha, donc les 4 coudées de l'Alacha, c'est la volonté divine et donc, eh bien, on est prêt à l'accomplir et Bezat Hashem, pouvoir s'attacher à j'aime par cette immense route que l'on a de pouvoir étudier la Torah. Donc, je voulais apporter un mot de la paracha déjà comme à l'habitude. Hein. Inyadan de Yoma, c'est la fameuse paracha où est amenée la question que tout le monde demande. Parachat Beha Bechokota, c'est connu. On parle de la Shemitah, hein, l'actualité de la Shemitah en Eretz Israël. Et que demande le monde? Hachem nous a fait de telle manière qu'on ne peut pas ne pas demander, lorsque nous avons un commandement de laisser la terre en friche pendant toute une année, on ne va rien cultiver, on ne va pas arroser, on ne va pas avoir des récoltes, eh bien la question qui se pose, j'ai envie de vous dire, alors on va actualiser la question. Imaginez qu'une personne dit je veux prendre une année sabbatique. Voilà. Ce concept est rentré même dans les nations. Je veux prendre une année sabbatique, non payée. Si on est payé, on est payé. En France, ça existe, on vous donne du temps pour faire donc du renouveau, hein, une mise à jour, on appelle ça de la mise à jour. Alors imaginez qu'on va dire une année, allez, hop, tout le clan Israël rentre au Kollel, tout le monde va à la yeshiva. Alors la question c'est quoi? La question elle est évidente, mais ne vous inquiétez pas, elle est posée déjà dans la Torah. Ve'im tomar manochal, extraordinaire. C'est très touchant si vous réfléchissez ce que ça veut dire. Si quelqu'un vous demande, ah mais vous avez les religieux, vous avez un grand bitachon, grande confiance en Dieu, mais ok, il faut aussi imen kemach en Torah, s'il n'y a pas de blé, hein, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Eh bien, je vous lis le pasouk. Vechi tomru manochal. Et si vous demandez que mangera-t-on, Bashana Ashvit, cette 7e année, Hen, l'onizra, voici que nous n'allons pas semer. Vélo, neesof, et votez-nous. On ne va pas donc ramasser les récoltes. On ne va pas manger. On ne va pas moissonner. Eh bien, la réponse, elle est dans la Torah. Une réponse dans la Torah, c'est absolu, c'est la vérité absolue, c'est pas des. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Qu'est-ce qui se passe? L'image a Non, tout disparu. va bien, vous pouvez continuer, tout va bien, tout va bien. Ah bon, mais moi, je n'ai pas d'écran là. Je n'ai rien là. Ben, nous, Bonsoir. on vous voit bien. Hein. Déjà, vous nous voyez bien invité. Attends, où est-ce que je peux. Wow. C'est très difficile. Attendez, aidez-moi un petit peu. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Eh bien, donc la Torah nous dit Vetiviti et birkati lachem bashana ashishi. Et ensuite, je vais ordonner à la terre, la 6e année, il y aura des récoltes en abondance, et puis ça va se poursuivre, la 7e année, la 8e année. En tout cas, une promesse d'Hachem, c'est évident qu'elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Ça ne veut pas dire qu'on a une certitude, ça va être l'abondance, comme si on avait travaillé. Comme ça disent les grands poskim. Il n'en reste pas moins que nous devons avoir cette confiance. En Israël, maintenant, a été créé le Keren HaShmita, donc les gens qui aident et tout, mais on voit un fondement du judaïsme, un fondement de la Torah. Il faut vivre comme les Ochlei Aman, il faut vivre comme ceux qui mangeaient la manne. Ceux qui mangeaient la manne, il leur était interdit de faire des économies, de mettre pour le lendemain, sauf le vendredi pour Shabbat. C'était interdit. Pourquoi c'est interdit?
Parce que la Torah a voulu nous habituer, hein, c'est le chinour. Quand les parents donnent ce chinour à des enfants, il ne faut pas t'inquiéter, il faut faire ishtadlout, bien sûr. Le devoir d'abord, dans la jeunesse, dans l'adolescence, tu étudies, ensuite tu iras travailler, mais avoir ce bitachon absolu, d'avoir confiance absolue en Dieu, que la parnassa, elle viendra d'Hachem, vetiviti et birkati, fais les mitzvot d'Hachem, et ça viendra. Des fois c'est un peu long, des fois on ne le voit pas, des fois c'est caché, mais on a une promesse divine, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est une promesse divine. Ça, c'est le chant de Pachout. Hein, il faut donc intégrer cette notion, il faut le lire bien, reprendre comme Rashi et se rappeler de ce que Dieu nous demande de cela. Si j'ai le temps tout à l'heure, je vous raconterai une petite histoire de l'époque du Alcher à Kadosh sur ce bitachon absolu qu'il faut avoir. Et plus on a bitachon, et plus on a confiance, et plus on a l'espoir et la chance de pouvoir être répondu immédiatement et d'avoir la réponse immédiate. Le rabbi, sur cette idée-là, développe, élargit l'idée et lui donne une dimension messianique. Tout le monde sait ce que dit le Zohar, qu'il y a 7 millénaires. Les 6 premiers millénaires, c'est le millénaire de la création. Les 2 premiers, c'est Torah. 2, 2 et 2. Nous sommes maintenant au terme du 6e millénaire. C'est 1782 maintenant. Et donc, on pourrait demander, regardez la dimension que donne à la phrase au Rabbi, Vim Toma Manochal. Qu'est-ce qu'on a à manger, qu'est-ce qu'on a comme nourriture pour savoir que finalement, on va arriver au 7e millénaire. Manochal Bashana Ashvit, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Voici que nous sommes au terme du 6e millénaire. On sent que la génération est très basse. Je ne vais pas vous faire une description négative et péjorative de la situation dans le monde. Regardez ce qui se passe en Ukraine, dans le monde, en Europe, partout. Oui. Donc, on va demander, on est tellement bas, la Gemara demande la question, Arshor Dara, est-ce que le dor, il est caché? Est-ce que le dor, il est au niveau de recevoir ce guilouille sous forme interrogative? Comment c'est possible, nous demande le Rabbi, que par nos actes, c'est ce que nous dit, c'est ce qu'on se dit à soi-même, Nochal Bashana Shvit, qu'est-ce qu'on a entre les mains? La réponse est dans la Torah. Vetiviti et Birkati. Le Rabbi a répété, et encore répété, et encore répété. Et même si on sent que nous ne sommes pas au niveau, ou même si on sent qu'il y a des catastrophes dans le monde, mais on sent que on n'a pas le niveau de pouvoir recevoir Mashiach, mais rien n'empêche sa venue. Pourquoi? Parce que Vetiviti et Birkati, Dieu donne sa bracha, et une bracha d'Hachem, elle ne peut pas ne pas s'accomplir. Et donc, ce Vetiviti et Birkati, ça veut dire, nous dit le Rabbi, si l'homme il fait ce qu'on lui demande de faire, même que mitzad ma'avoda, je suis tellement, tellement loin, je sens que je n'ai pas la dimension des grands tzadikim qui ont travaillé dans les générations passées. Peut-être. Mais d'abord, nous sommes, comme l'image bien connue, un nain sur les épaules d'un géant, donc on est très haut, grâce au travail qui a été fait dans les autres générations. Et surtout, ve'od ve'uaika, et encore, et ça c'est l'essentiel, c'est quoi? Yiten Hashem bracha miuchedet, Dieu donnera une bracha particulière dans notre avoda, chez Aliadat, grâce à laquelle Niske Legoula Akrova, Amen Keni Rasot. C'est très beau. Très beau ce que nous dit dans cette Sikha le Rabbi. Vetiviti Birkati, ça veut dire que chaque 7 ans, on a la bracha d'Hachem pour pouvoir être nourri physiquement, matériellement. Et au terme des 6000 ans de travail, après les 2 ans de Torah, c'est tout ce que nous disent les Chachamim, et les derniers 2 ans, c'est Yemot HaMashiach, eh bien, on a une promesse divine, Vetiviti et Birkati. Il a donné l'ordre à sa bénédiction d'amener Mashiach et donc ça va venir. Voilà donc, nous vivons maintenant des jours des Et Ratzon, un temps propice. On vient de quitter
le Yudalet, hier, on vient de quitter Rabbi Meir, on vient de quitter Pessar Sheni, dont tout le monde connaît l'enseignement Ikari, qui est En Davar Avoud, il n'y a rien, jamais de perdu définitif. On peut toujours rebondir, on peut toujours repartir. À toutes les histoires qui nous sont ramenées sur Pessar Sheni, les personnes qui étaient Tmim, qui étaient Beder Choka, qui étaient loin, ils ne pouvaient pas apporter le Korban Pessah. Ils ont demandé à Dieu, comme les Bnot Zelophrad, ont exigé une partie de la terre d'Israël. Eh bien, ils ont demandé à Dieu, nous aussi, on va apporter le Korban Pessah. Il lui a dit, vous avez raison, vous attendez le mois prochain, le 14, et c'est ce qu'on a fêté donc hier, dimanche. On a vécu Pessah Sheni, on a vécu surtout l'enseignement spirituel, philosophique, intellectuel, sentimental de End of Harwood. On peut toujours rebondir. Donc, s'il y en a qui m'écoutent là et qui ont des moments de découragement, dire oh, après tout ça, on galère tellement, c'est tellement difficile. Oui, je ne dis pas non. Mais je dis que End of Harwood, il n'y a rien de perdu. Donc, on se reprend en main, on prend une décision, un petit Maasim Tovim, on prend une décision de 5 minutes par jour de plus, quelques Teilim par jour de plus, un petit peu de Zaka en plus, un petit peu d'Avat Israël, de Muftaïm, parler à nos Juifs, et ça nous révigore. Hein, on est révigoré grâce à cela, on reprend de la vie, révigoré, c'est-à-dire on reprend vie, c'est le mot, les achiot, nefesh kol chai. Voilà donc les enseignements. Et dans quelques jours, on arrive à quoi? Lag Baomer. Au Rosh Hashanah, d'une certaine manière, c'est Rosh Hashanah de la Chassidut. C'est le jour de l'Aïloua de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la Kabbalah, etc. De Pnim Uzatora, que l'on sait que c'est par la Pnim Uzatora que Mashiach reviendra. On va ce jour-là reprendre les smachot visibles, on va entendre la musique dont on a été tellement privé ces dernières semaines. Et puis on va repartir les simcha, on va retravailler encore là-dessus jusqu'à Bazat Hashem Matan Torah, car Shavuot, c'est le jour du mariage du clan d'Israël avec l'enfant. Voilà. Donc vivons ces moments, c'est des moments riches, des moments forts. Il ne faut pas les perdre, il faut être dedans et en profiter, ne pas perdre une minute. Voilà, maintenant on est là, on discute, j'espère que vous êtes nombreux derrière l'écran, je ne vous vois pas malheureusement à l'écran, mais vous êtes nombreux, on attrape des halachot, on attrape du Ratzon Hashem, chaque halacha c'est volonté divine, c'est Dieu lui-même, on l'attrape et on avance comme cela, Bezat Hashem. Donc revenons à nos halachot et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je vais faire un shiur un peu disparate. Nous avons fait la semaine dernière la mlacha de Makeva Patish. J'espère pouvoir la reprendre et la compléter en fin de shiur. Mais j'ai été sollicité dans beaucoup de questions très intéressantes. Très intéressantes. Donc, je vais vous... quand il est marcé, je vais vous les apporter. C'est ce qui m'a été demandé cette semaine. Il y a une dame qui m'a demandé, écoutez, j'ai entendu dans un shiur qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de mentionner la sortie d'Égypte 2 fois par jour, le jour et la nuit. Est-ce que cela concerne les Nashim? Est-ce que cela concerne les femmes? Eh bien, messieurs, je vous dis à vous, mais d'abord, je vais dire directement aux femmes qui sont derrière l'écran, mais messieurs, vous allez répéter ça, Bezat Hashem, répétez ça tout à l'heure, si vos femmes ne sont pas avec vous, que je leur donne l'occasion de faire 2 mitzvot des Oraïta, s'il vous plaît. 2 mitzvot Minatora, tous les jours. Donc faites le compte, 265 multiplié par 2, ça fait 720, ça fait 700 même, par an. En 10 ans, ça fait 7000 Vous voyez, donc c'est beaucoup, beaucoup de mitzvot. Mais c'est très simple. Le moyen le plus simple, c'est que la femme lise le 3e paragraphe du Kriyat Shema, celui qui parle des titites. Regardez ce 3e paragraphe, il va choisir une titite, ensuite la sortie d'Égypte, que les Juifs sont sortis d'Égypte. Eh bien, il se trouve que le Ratzon Hashem, il se trouve que la volonté divine veut que les femmes soient concernées par cela. Bien sûr, ça concerne les hommes, je suis en train d'explorer les hommes,
les saints sont concernés à cette mitzvah, tout simplement l'idée historique qu'il y a 3300 et quelques années, le cas Israël est sorti d'Égypte. Bien sûr, il y a des enseignements profonds, sortir, comme vous le savez, on a dit ça à l'époque de Pessah, sortir d'Égypte, c'est sortir de ses limites, Mitzrayim, c'est Mitzrayim, se dépasser, aller au-delà. Mais au-delà de toutes ces explications profondes, il y a un pshat simple. On doit se rappeler un événement historique. Un événement historique qui est le début de la création du clan Israël. Le début, c'est d'abord ce clan qui existait déjà, c'était les enfants de Abraham, Isaac et Jacob, sont sortis d'Égypte. Un pays qui s'appelait l'Égypte. Et cet événement historique, il faut le mentionner 12 fois par jour, s'il vous plaît. Bon, voilà. Ça, c'est le premier halakha que je voulais dire. Donc, messieurs, je vous demande, gentiment, un chesed, rentrez chez vous. Si vous êtes chez vous maintenant, vous le dites à votre femme ou appelez votre épouse qu'elle écoute. Et dites-lui qu'elle va prendre le sido. Elle va lire donc le troisième paragraphe du Kriyat Shema. Je ne rentre pas dans les chiyuvim des femmes, de la tefila. Sachez que les femmes sont chayavot de tefila. J'en profite pour placer ce mot-là. Les nashim pensent souvent qu'elles sont pturotes de la tefila, de la amida. La tefila s'appelle la amida. C'est une erreur. Après la halakha, les femmes sont chayavot, mais karadine de 2, mais il faut faire au moins une. Choisissez mitra si vous voulez, mais les femmes doivent faire une amida. Au moins une, mais normalement c'est 2. Bon, maintenant il y a le Kriyat Shema, il faut faire le Kriyat Shema, mais le Kriyat Shema n'est pas une obligation. C'est bien qu'elles prennent le joug d'Hachem, mais mentionner Yetziat Mitzrayim, c'est mitzvah minatora aussi pour les femmes. Donc dites-le, faites de la pub là-dessus et dites-le. Vous, messieurs, j'ai eu l'occasion de vous en parler. À la fin de la tefila, pour les Chabad, nous lisons ce qu'on appelle les Shesh Zechirot. Je vous répète parfois, mais c'est pas grave, c'est des choses qu'on oublie tout le temps, hein, la Shim Belumada. C'est 6 Zechirot. On mentionne la sortie d'Égypte, on mentionne le don de la Torah, on mentionne qu'il faut effacer Amalek, on mentionne les problèmes qu'on a fait avec Hachem, les révoltes qu'il y avait dans le désert. La Torah dit l'éman, quand il dit l'éman, afin que la Torah veut qu'on le mentionne. Il y a aussi, on mentionne le maaseh avec Myriam, ça fait du Hachonara sur son frère. Et ensuite, il faut mentionner Shabbat. Chaque jour de la semaine, tous les jours de l'année, il faut mentionner Shabbat, que Dieu nous a donné Shabbat. Regardez à la fin dans le minag des Sfaradim, il y en a 10. Il y a 10 zéphirot. Chacun fera son minag. En tout cas, sachez, messieurs, sachez, mesdames, que ces zéphirot en question, ces mentions, sortie d'Égypte, matin Torah, effacer Amalek, ne pas se révolter contre Hachem, il y a du Lachonara de Myriam et Shabbat, ce sont des mentions qu'il faut faire sous commandement divin. Et comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, une mitzvah de Oraita tzricha kavana, elle a besoin d'une intention. Quelle intention? Pas des intentions profondes, tout simplement savoir qu'on fait un commandement divin. Donc répétez que je fais, dans votre tête, je fais un commandement divin. Quand je mentionne aujourd'hui Shabbat, quand je mentionne aujourd'hui la sortie d'Égypte, je fais un commandement divin. C'est fabuleux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc il faut le dire, je fais un grand mitzvah là-dessus. Je donne l'occasion à des milliers de juifs comme ça, au Hachem, de faire des mitzvot, et j'ai envie de dire facile à faire. Savoir, tout simplement, on fait une mitzvah minatora. Voilà donc les questions qui m'ont été soumises cette semaine. Il y a d'autres aussi questions on s'approche de Shavuot, de Matan Torah, donc les questions commencent avec les gâteaux au lait. On aura l'occasion de faire un shiur complet là-dessus. Mais je voulais donc vous apporter une question toute simple qu'on m'a demandé. Nous voulons, et je me souviens bien de vous l'avoir enseigné, quand je ne me souviens pas, mais c'est à la fin, j'ai eu l'occasion de vous l'enseigner. Nous voulons chauffer du lait pour un bébé, pour un enfant. Je remplis le biberon de lait et je voudrais le chauffer. Est-ce que je peux chauffer donc ce biberon dans un bain-marie hors du feu, bien sûr? Qu'est-ce que c'est qu'un bain-marie? Je prends de l'eau du koum-koum, je prends de l'eau de la plata, d'une casserole, du koum-koum, de l'eau de Kéli-Rishon. Je le verse dans un autre ustensile, Kéli-Chéni.
et je voudrais réchauffer mon lait qui est dans le biberon dans ce kéli. Je pense que certains d'entre vous se rappellent de cette question. Elle m'a été soumise hier, je pense. Alors, il y a deux problèmes ici. Il y a le problème de cuisson du lait. Eh bien, j'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, les liquides ne se cuisent pas dans le kéli. Kéli, ça veut dire l'eau qu'on a pris du koum-koum qui est richot et qu'on a mis dans une. Si vous mettez un liquide, par exemple, je vous ai apporté le cas, vous avez un café qui est brûlant, vous avez une tasse, vous avez pris de l'eau du koum-koum, la tasse est brûlante, vous avez le droit de refroidir cette tasse en ajoutant de l'eau du robinet ou du lait froid, parce que c'est kéli. Donc, à plus forte raison, prendre le biberon avec du lait, le tremper dans un kéli. En plus, il y a le F-sec, il y a l'écran qui est fait par le biberon lui-même, mais peu importe. Même le lait lui-même qui est dans le biberon, j'aurais le droit de le mettre dans cette eau bouillante. Elle est bouillante dans cette eau, mais elle est dans kéli, j'ai le droit. Donc, je peux prendre dans dîner bichoul, dans les halachot de bichoul, j'ai le droit de prendre ce biberon et le réchauffer dans l'eau qui est dans kéli. Mais un autre problème se pose. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'enfouir, quand vous avez un aliment qui est dans un ustensile, dans un biberon, on n'a pas le droit de l'enfouir dans de l'eau chaude, donc sur une source de chaleur. Je vous ai fait tout un chiour là-dessus, on n'a pas le droit de mettre une couverture sur la dafina qui est sur la plata. Bon, on ne vient pas sur ça. Peut-être qu'on viendra encore sur Ilchot Atmana. Mana, ça veut dire enfouir. Mais là, donc, il y a un problème d'enfouir. Prendre le biberon et le mettre dans cette eau, c'est un problème de Atmana. Comment résoudre ce problème d'Atmana? On peut le résoudre de la manière suivante. De mettre, on a un makor. Dans l'Agmara, on a un makor, on a une source que, apparemment, c'est permis. Rabbeinu Kadosh était dans le mikvé, il avait de l'huile dans un broc, comme ça, il a mis donc cette huile qui est dans un broc, dans un kéli. Apparemment, il y a problème d'Atmana. Alors, comment les poskim ils répondent à cela? Ils répondent de la manière suivante, c'est que s'il y a une partie nikeret, une partie importante, rachouva, du biberon qui est hors de l'eau, ce n'est pas Atmana. En général, on considère que c'est le rov. Donc, si votre biberon, il fait, on va dire, un grand biberon de 20 cm, disons, pour faciliter, tant qu'il y a dans le biberon, la partie du biberon qui fait le rov qui est à l'extérieur, c'est bon, c'est caché. Il n'y a pas de problème d'Atmana. Oui, comme j'ai pu vous le dire, que mettre des couvertures sur une casserole, c'est interdit normalement, mais si vous mettez la couverture par-dessus le couvercle de la casserole, sur le feu, mais qu'elle ne recouvre pas les parois, c'est permis. Et même si les couvertures tombent un petit peu, c'est quand même permis. Il ne faut pas que le rov soit couvert. Pareil aussi, non, c'est tout simple. Vous mettez du lait dans le biberon, vous mettez le biberon dans la casserole et vous vous arrangez pour que la hauteur de l'eau qui est dans la casserole, la hauteur, ne va pas recouvrir plus de la moitié du biberon. Donc, c'est à vous de compter. Et s'il y en a trop, ben, vous le videz tout simplement, vous mettez dans l'évier, puis vous mettez votre biberon. Alors, un détail qui m'a été demandé aussi intéressant, on m'a dit, en supposant que le rov du biberon soit à l'extérieur du liquide bouillant de l'eau, mais que la quantité de lait qui se trouve dans le biberon est assez petite, ce qui fait que, en fait, le lait lui-même qui est dans le biberon, il est complètement enfoui dans l'eau. Vous voyez? Disons que la hauteur de l'eau, c'était, on va dire, 10 cm d'eau. Le biberon, il fait 20 cm, donc j'ai le droit de le mettre, puisqu'il y a le rov qui est à l'extérieur. Mais que dans le biberon, il y avait juste 5 cm de lait. Ce qui fait que tout le lait, finalement, qui est dans le biberon, il est dans l'eau. Avec, bien sûr, le F-sec, avec l'écran du biberon. C'est une question qu'on peut demander. La svara, la logique, elle dit qu'en fait, le concept d'Atmana, c'est enfouir les casseroles dans les braises. C'est de peur d'en arriver là que Chachamim on interdit de mettre des couvertures. Ce qui fait qu'en fait, dans Atmana, d'enfouir, l'interdiction d'enfouir, on ne regarde pas la nourriture, Beika, on regarde la casserole qu'on enfouit. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça dans les grands poskim, dans un livre, il fait cette remarque-là, il dit que même si le lait en question, la chose qu'on veut chauffer,
elle est, elle, au-dessous du niveau de l'eau qui chauffe, dès l'instant que l'ustensile lui-même, le rov, la majorité est à l'extérieur, on peut permettre. Mais c'est très intéressant comme halakha. Voilà donc les halakhot, les news, hein, les dernières halakhot qui m'ont été soumises et qui permettent donc de revoir ces concepts et puis de vous en faire profiter. Je finis avec un que vous connaissez par cœur, mais qu'on va revenir dessus, mais bon, il faut toujours revenir dessus. Alors, l'éternelle question, on dit voilà, on veut surtout, enfin, ça va arriver à Shavuot, on fait des gâteaux dans le four de viande, on fait du pain dans le four de viande. Est-ce qu'il est permis de manger ce pain ou ces gâteaux avec du lait? Très, très fréquent comme chez là, des restants de chalot de Shabbat, on va les manger le dimanche avec le café. Est-ce que c'est permis? Sans rentrer dans la profondeur des explications, je prévois d'ici Shavuot un shiur complet sur la achilat halav, de tous les mets et pourquoi, quelles sont toutes les raisons évoquées par nos chachamim pour lesquelles on mange du lait à Shavuot. Et on va revenir sur toute les gens, quel est le temps entre le lait et la viande. Bon, des choses que vous connaissez, mais bon, toujours reprendre, toujours actualiser, toujours vivre dans la route actualisée. Et il faut toujours le faire. Hein. Je sais que, avec l'âge, je constate qu'on est toujours obligé de se rafraîchir. Et, même pas dire rafraîchir la mémoire seulement. C'est qu'il y a souvent des nouveautés, souvent des chidushim qui sortent, et il y a des techniques nouvelles et qui font réfléchir. On m'a demandé, d'abord ça a été le crock-pot, puis ça a été les nouvelles casseroles électriques, le nom ne me revient pas, qui sont utilisées. Quels sont les problèmes de ces ustensiles? Est-ce qu'on peut utiliser Shabbat? Est-ce qu'on peut laisser un mets dedans? Voilà. Donc je reviens sur ça. Bikito, en deux mots. En deux mots, un four viande. Si on fait attention à deux tnaïm, à deux conditions, on pourra utiliser le pain et les gâteaux cuits dans ce four de viande du côté lait. Quelles sont ces conditions? La première condition, c'est s'assurer que le four est propre. Et ça, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, je ne suis pas je ne suis pas responsable de ce que ça veut dire propre. Une maman, elle sait quand son four est propre, quand il n'est pas propre. Ça veut dire, si on fait une pyrolyse et tout ça, c'est évident que tout est brûlé et c'est propre. Mais sans entrer dans la pyrolyse, je connais beaucoup de femmes, quand on a des fours qui ne sont pas trop vieux, les parois sont extrêmement lisses, on peut s'assurer qu'avec un bon nettoyage, vous pouvez faire le commencement par une femme de ménage, après vous allez vérifier que tous les ponts, les parois, tout est propre. Première condition, tout est propre. Deuxième condition, je ne parle pas de cachérisation, hein, pas question de cachériser, je dis que le four il reste bassari, viande. Deuxième condition, pour que ce soit permis les khatrila, c'est que le gâteau ou le pain que vous faites dans ces fours ne soit pas posé directement sur des plaques qui ont été en contact direct avec la viande. Exemple, si vous faites des gâteaux dans des moules, des ralots dans des moules, ou bien vous mettez du papier aluminium sur vos plaques. Bon, tout le monde connaît ça, mais bon, on répète encore. Donc, les chalotes, les gâteaux n'ont pas touché des ustensiles comme la plaque qui ont été en contact direct avec la viande. Ils ont touché toujours avec un écran qui serait du papier aluminium et non pas du papier sulfurisé. Papier sulfurisé poreux, ça traverse. Papier aluminium n'est pas poreux, ça ne traverse pas. C'est du fer, du métal. Donc, une plaque propre, une plaque de papier aluminium par-dessus, et vous pouvez poser directement vos chalotes ou vos gâteaux. Les gâteaux, ils restent parfaits. Vous allez me demander, est-ce que même si le four est Benyomo, si le four a été utilisé dans les dernières 24 heures, ce que je dis est permis? La réponse est oui, c'est permis. C'est toujours mieux d'attendre 24 heures si on peut, mais dans la halakha pure et dure, c'est permis, on peut l'utiliser avec du côté lait, avec du lait ou avec du fromage. Voilà. Je vous ai dit en vrac toutes les chélotes qui m'ont été soumises. Donc, avant de reprendre donc, notre cycle de Hilchot Shabbat et de conclure, de finaliser la mlacha, l'avant-dernière mlacha qui est Makeva Patish, je vais attendre vos questions. Maintenant, j'attends vos questions. Allez-y. Allez, Gérard, allez-y. Oui, bonsoir, Rav.
J'avais une question par rapport au schéma que vous avez mentionné en début de cours. Donc, vous dites bien que la femme, c'est bien qu'elle mentionne donc une partie Yetziat Mitzrayim. du Oui. schéma, mais comme elle n'est pas astreinte aux Zman Gramma, est-ce qu'elle peut le faire à n'importe quel moment ou est-ce qu'elle doit suivre l'heure exacte de l'heure du schéma? C'est pas du tout dépendant de l'heure du schéma. C'est une très bonne question, madame. C'est Oui, pas du tout taloui dans le schéma, pas du tout. Vous pouvez faire à n'importe quel moment. Dès que vous avez 2 minutes, vous aurez votre oui, chido, vous lisez le troisième paragraphe de, d'accord. de la sortie qui part des titis, d'ailleurs, vers Soudan titit, etc. Et c'est bon. Oui. Soit le jour, soit la nuit, quand vous voulez. Mais on peut lire les 3 paragraphes aussi. Pardon? On peut lire les 3 paragraphes aussi. Ah, mais bien sûr, moi je vous donne le minimum, vous voyez. Maintenant, D'accord, évidemment, ok. il y a des femmes qui ont D'accord. l'habitude de faire toute la fila, mais le point que je voulais vous ajouter, si vous faites ça en tant que tfila, c'est très bien, c'est la tfila, ça m'approche de Dieu. Oui, Mais ce que je vous demande là pour le Yetziat Mitzrayim, vous avez une mitzvah de plus que la Torah, elle veut. La Torah, elle ne vous demande pas, madame, de dire le Kriyat Shema. Elle vous dit c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas dit le Kriyat Shema, le Shema Israël Hashem Elokeinu, vous n'avez fait aucune faute, si j'ose dire. Par contre, si vous d'accord. n'avez pas mentionné la sortie d'Égypte, il vous manque quelque chose. C'est très intéressant, vous voyez. C'est plus D'accord. important quelque part que le Kriyat Shema. C'est Ok. fantastique. Et le schéma du coucher, ça n'a rien à voir. Le schéma du coucher. Avant de dormir, Avant, non, ça n'a rien à voir. Vous ça n'a pouvez rien à maintenant, voir. si ça vous arrange. En général, Oui, vous savez, bon, pas tout le monde fait tout le schéma avec 3 paragraphes. Bon, nous, on le fait, mais pas tout le monde le oui. fait. Si vous Ok. pouvez, par exemple, prendre sur vous, vous dites, bon, maintenant que j'ai appris cette halakha qu'il faut mentionner les Yetziat Mitzrayim, et bien, quand je vais faire mon Kriyat Shema à la mi-temps, et bien, je vais faire les 3 paragraphes et je vais penser à dire la sortie d'Égypte. C'est très bien, ça. C'est Ah, au ok. moins un pense-bête, quoi. Au moins, on n'oubliera pas. C'est ça, ça D'accord. aide. Ok. Voilà. Merci, Rav. Merci. Je vous en prie. Allez-y, messieurs. Alors, il n'y a pas de questions? Gérard, allez, inventer une question. Les micros sont ouverts. Bon, celui qui veut poser une question, c'est très possible. Non. Gérard, je vais vous piquer vous-même. Vous savez que c'était une mission de la Torah de mentionner Yetziat Mitzrayim? Je vais répéter la question, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous saviez que quand vous dites le paragraphe des titites et qu'on mentionne à ce dernier, que vous faisiez une mitzvah minatora? Vous le saviez? Ça, je savais, oui. Ah bon, je pense que je vous l'ai dit les dernières années, mais bon, Oui, 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 absolument, absolument. ouais, il faut répéter, vous voyez? Ouais, bon, Bonsoir, enfin, Rav. Bonsoir, Rav. J'ai une question. Allez-y. Si une personne, elle est dans les 6 heures après avoir mangé de la viande et que sans faire exprès, elle a mangé du lait, est-ce qu'elle peut continuer à manger du lait ou pas? Non, non, pas du tout. C'est pas parce que, si j'ose dire, on a fait une avéra qu'on a le droit de continuer l'avéra. Vous avez la même question dans les ta'aniot, dans les jeûnes. On me demande souvent, on dit voilà, j'ai oublié et je vais me rattraper le mois prochain. Est-ce que du fait que j'ai oublié, j'ai commencé à manger, j'ai cassé le jeûne, je peux manger? La réponse est non. Tu as fait une D'accord. erreur, ok, tu as fait une erreur, tu as mangé un petit peu, c'est fini, on n'en parle plus, mais tu dois continuer le jeûne de ta'anit. Pareil aussi, tu as commencé après un morceau de viande, tu as bu un verre de lait, on s'abstient de. Parce que chaque chose que vous ajoutez finalement en tant que lait, c'est encore une interdiction parce que Ah, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pendant 6 heures, ça rumine un peu dans l'estomac. Donc, c'est pas parce que vous en avez pris un peu que ça ne va pas continuer à ruminer, vous voyez? Donc, hmm. finalement, on n'a pas le droit d'ajouter. Voilà. Merci, Rav. Allez-y. Ok. Excusez-moi, Rav, j'ai une autre question. Ça concerne les bougies de Shabbat. Quand une fois j'allume, une fois que j'ai allumé, parce que c'est l'heure de l'entrée de Shabbat, donc enfin j'allume avant bien sûr, mais j'ai par exemple les garçons qui eux ont droit aux 18 minutes. Est-ce que c'est un problème si moi je fais la bracha et eux ils continuent leur mélachot parce qu'ils ont droit aux 18 minutes? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Les enfants, la famille n'est pas tenue d'être Mekabel Shabbat à la même heure que vous. Donc, si vous allumez, on va dire, une demi-heure avant l'heure, eux, ils peuvent continuer le Brachot. Maintenant, la Oui, deuxième question, c'est les 18 minutes. Alors, oui, ces fameux 18 minutes, il faut savoir. Les khatrila, il ne faut pas les utiliser. Je sais qu'on a une très mauvaise habitude. Beaucoup de oui, gens sont là-dessus. Il y a des gens qui prennent la voiture pour arriver à la soule dans les 18 minutes, en oui, forçant, en espérant qu'il n'y aura pas. C'est connu, cette chose-là. oui. Moi, je dis que c'est une grande avoda à faire, très grande avoda à faire. C'est une lien de Tosefet Shabbat. Sachez que c'est une mitzvah de Horaïta d'ajouter un peu.
Et les poskim disent qu'on peut ajouter, faire cette mitzvah d'Oraita, je dis bien d'ajouter un peu. On peut la faire en 1, 2, 3 minutes seulement, c'est vrai. Mais Chachamim ont prévu comme ça une certaine période dans laquelle on peut faire cette mitzvah de Tosefet Shabbat. Et donc, si on peut habituer les enfants, le mari aussi, sauf en cas d'exception, imaginons une femme qui arrive de son travail exceptionnellement, il y a des embouteillages, elle est dans une mais pas trop proche de la ski, attention, il faut être sûr qu'on est avant la ski. Pour ne pas rater l'immense mérite de la Katnerot, elle va allumer, vous voyez. Mais dire que maintenant, comme beaucoup de personnes, ils comptent sur le 18 000 pour faire un tas de choses, ça non. Ça, il faut vraiment, c'est une mauvaise habitude. Voilà. Très bien. Très bien. Et j'avais encore une dernière question. Quand je veux faire Arvit de Shabbat et que ce n'est pas encore la tombée de la nuit, est-ce que j'ai le droit de faire Arvit de Shabbat alors que la communauté, elle, fait Arvit alors qu'il ne fait pas encore nuit? Écoutez, si vous, en général, de manière générale, les gens qui font Arvit avant le jour, un petit peu avant la nuit, et déjà après le plag. Hein. Bon, vérifiez dans le calendrier, jamais avant le plag. En France, c'est à 8 h du soir, on attend le plag. En Israël, je pense que c'est bien plus tôt. Le plag à Mincha. Avant le plag Mincha, ça commence même pas. C'est l'heure à partir de laquelle on peut commencer à allumer les bougies de Shabbat. Après le plag à Mincha, on a le droit de faire Arvit. En général, la coutume, c'est qu'on le fait quand on est en minyan. Oui. Mais il est évident que pour une femme qui ne peut pas aller au minyan, et chez elle et tout, voudrait le faire plus tôt que la nuit, c'est tout à fait possible de le faire. D'accord, merci. Merci, Rav. Allez-y, continuez les questions. Pas de questions? Bon, écoutez, alors s'il n'y a pas de questions, je vais donc boucler la mlacha de, rappelez-vous, de Makeva Patish, et je vous ai donné toute une succession de la chôte la semaine dernière, hein, pour mémoire, donc faire un cure-dent, couper un morceau de bois pour faire une pointe, aiguiser un couteau, prendre 2 couteaux, les aiguiser l'un sur l'autre. Vous avez, dans Makeva Patish, vous avez l'interdiction, je vais revoir, que ça me revienne. Oui, c'est de déchirer un papier toilette ou une nappe, vous l'amenez comme ça. Ensuite, vous avez oui, quand vous avez une fourchette qui s'est tordue, la redresser comme ça aussi, vous la refinissez en quelque sorte, ceci est interdit. Faire une mèche, on apprend un peu rapidement, ou bien arranger ses ongles, si on a un ongle qui est abîmé, comme ça commence à frotter dessus pour enlever une aspérité, etc. Tout ça, c'est interdit. C'est même Makeva-Patish. Maintenant, j'avais élargi aussi le débat, rappelez-vous en fin de shiur, qu'on n'a pas le droit de tremper des kelim Shabbat et Yom Tov, parce que finalement, c'est grâce au trempage dans le mikvé qu'elles deviennent aptes à l'utilisation. Donc, c'est comme le dernier coup de marteau pour l'amener à l'utilisation. Donc, Vilat Kelim, Trumot et Masrot, ceux qui sont en Eretz Israël, bon, en général, bon, je pense que vous achetez les fruits déjà prélevés, mais bon, il y a des gens qui font Trumot et Masrot. On n'a pas le droit de prélever Trumot et Masrot des fruits et des légumes pendant Shabbat et Yom Tov, ben, tout simplement pour la même raison, parce que grâce à ce prélèvement de Trumot et Masrot, vous finissez en quelque sorte et vous amenez le fruit à l'état d'être consommé. Donc, c'est le donne les coups de marteau pour la consommation. Donc, c'est interdit. Maintenant, je ne suis pas sûr de vous me direz si je l'ai dit. Une halakha que beaucoup de gens ne sont pas makpides là-dessus parce qu'il y a des discussions dans le poskim. Je pense que ça vaut la peine quand même de la connaître et d'essayer de faire attention. Je pense vous l'avoir dit, bon, si je l'ai dit, ça serait qu'une répétition. Veshinantan levanecham. Afilou me'apami, même 100 fois. C'est faire tout pour éviter d'ouvrir les bouchons des bouteilles, surtout quand ces bouchons sont en fer et pas en plastique. En plastique, c'est déjà plus facile de permettre. Lorsque le fait d'ouvrir la bouteille casse le petit anneau, et donc vous avez donc un bouchon qui fermait la bouteille, et grâce au petit anneau, quand on force sur le bouchon,
ça casse l'anneau, ça sépare l'anneau du bouchon et ça, c'est interdit. Alors, je dis bien, attention, les bouchons en liège dans les bouteilles de vin, il n'y a aucun problème. Parce que le bouchon, c'était déjà un bouchon avant qu'on le mette dans la bouteille. On a créé un bouchon en liège, ça a été refermé, on ouvre. Derrière, c'est fermé d'ouvrir. Vous avez un bouchon de bouteille de bière, par exemple. Prenez un décapsuleur, vous décapsulez. Le bouchon existait en tant que bouchon. Avant, on l'a remis sur la bouteille, puis ça a été resserré un petit peu avec des machines, donc ça tient bien la bouteille. Et après, vous l'ouvrez. Vous ne créez pas un bouchon, le bouchon est créé déjà, vous l'enlevez. Dans les bouteilles dont je parle, vous trouvez ça dans certaines bouteilles de coca, il y a des bouchons en fer. En France et dans les bouteilles de Perrier, vous trouvez ça. Il y en a de plus en plus avec des bouchons en plastique. Il y en a encore beaucoup avec le bouchon en fer. Le fait d'ouvrir fortement ce bouchon, pour de nombreux poskim, c'est interdit. Makeba patish. En quoi je crée quoi? Ben, ce que je crée un bouchon. Parce que cette espèce de morceau de fer qui est sur la bouteille, tant que je n'ai pas cassé la petite bague, le petit cercle qui est en dessous, je ne peux pas fermer ou ouvrir avec. Je suis obligé de casser la petite bague en dessous. C'est ce qui se fait d'ailleurs quand je l'ouvre fortement, je casse la petite bague. Et donc, ce qui me trouve dans la main, c'est ce que j'appelle un bouchon. Avant, ça n'en était pas un, parce que tant qu'il était collé à la bague, je ne pouvais pas fermer ou ouvrir avec. Donc, des grands poskim, un Rabbi et tout, hein, je dis bien, bon, des grands poskim, beaucoup de poskim, c'est interdit, on n'a pas le droit. Alors, j'avais donné la solution, c'est ce que je fais, ce que j'ai fait à Pessah avec les bouteilles de jus de raisin, c'est de faire un trou dans le bouchon. On fait attention de ne pas abîmer les lettres qui sont dessus quand il y en a. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne que lorsque j'ai fait le trou dans le bouchon avant d'ouvrir, quand j'ouvre le bouchon après, il n'a plus une fonction de bouchon parce qu'il est déjà troué. Je ne vais pas refermer la bouteille avec, il y a le gaz qui part et tout, il ne sert plus à rien. Donc, en fait, en faisant le trou dans le bouchon, je l'empêche de devenir Kelly. Voilà. Donc, retenez cette chose-là. Alors, Rabbi Orbach met un petit bémol à tout cela. Il dit c'est quand le bouchon il est en plastique, comme le plastique c'est quelque chose de mou, on peut l'enlever entièrement. Donc, bon, il faut comprendre la météo parce que maintenant des bouchons plastiques sont tellement durs, ils sont plus durs que le fer. Donc, c'est une bonne khumra. Je dis plus qu'une khumra, hein, d'après Rabbi Orbach, c'est vraiment makeva patish minatora. Donc, de ne pas ouvrir les bouteilles. Vous me demandez, vous allez me dire, on a vu des gens dans les choux, ils prennent la bouteille de mashké, près de la bouteille de mashké, ils ouvrent la vodka et puis on ouvre. Ok, peut-être. Mais sachez que beaucoup interdisent ça. On peut trouver pour un kaf zechout, on peut trouver un limut zchout pour ceux qui le font. Et ça, j'avais entendu au nom de Rav Rabat de Jérusalem. Ça ne revient pas. Et qui a dit qu'on peut donner une svara, on peut donner une svara que très souvent ces bouchons, quand on les ouvre, on ne les remet pas sur la bouteille. On consomme la bouteille puis on le jette. Donc il n'a jamais une fonction de bouchon parce qu'on le jette. On le jette, peut-être. Mais vous savez très bien que ça dépend des familles. Hein. Il y a beaucoup de bouchons qu'on garde. Bon, d'abord, la svara, elle n'est pas évidente. La logique n'est pas si évidente que ça, parce que finalement, même que je vais le jeter, finalement, en attendant, j'ai créé un bouchon. Et même si on te laisse cette svara, bon, il y a de nombreux cas où on les garde des bouchons. Bon. Donc, voilà, c'est un conseil que je peux donner à beaucoup d'entre vous, donc d'éviter de faire ces choses-là. Ça s'appelle le PKAC. Pour continuer conclure donc cette mélacha, à cause de ça, il est interdit, par exemple, pour beaucoup, sur ça, c'est discuté beaucoup dans les poskim, mais quand vous avez une montre qui marche, bien sûr, la remontée, c'est interdit parce qu'en la remontant, elle se remet en marche, mais disons qu'elle marche et vous voulez juste la remettre à l'heure. Certains disent que ce n'est pas si grave, parce que de toute façon, en disant qu'elle avait 1 heure de retard, donc vous pouvez savoir l'heure, vous savez que votre montre, elle a 1 heure de retard, donc la mettre, disons qu'elle était à 1 heure, maintenant elle est à midi, bon, de toute façon, je savais que quand c'est ma montre, elle marque 1 heure, ça veut dire midi. Donc je ne fais pas un maasé vraiment, je finis rien, c'est juste plus pratique. Bon, ça aussi, ce n'est pas évident comme svara, donc c'est mieux de ne pas remettre les montres en marche, d'éviter ces choses-là. Encore aussi une extension de ce makeva patish,
il est interdit de donner une odeur, qui s'appelle molid recha, donner une odeur à des habits. Parce que arroser d'eau de Cologne ou d'un parfum, donc c'est parfumer quelque chose. Un vêtement parfumé, c'est comme en quelque sorte un nouveau vêtement. Donc on ne parfume pas dès que le parfum a un support. Pour le parfum sur les personnes, j'ai eu l'occasion de vous dire aussi que pour Admor Zaken, on a le droit d'en mettre Shabbat que si on en a mis avant Shabbat et qu'il reste un petit relent de cette odeur. S'il reste un petit relent de cette odeur sur le corps, on a le droit d'en rajouter. Encore une halakha, toujours dans Makeva Patish. Vous avez une chaussure et le lacet de la chaussure se casse. On tire dessus, ça se casse. Eh bien, nos chachamim interdisent de mettre un nouveau lacet. Si vous pouvez réenfiler le vieux lacet déjà cassé, c'est permis. Mais remettre un nouveau lacet, c'est comme une nouvelle chaussure en quelque sorte. Une nouvelle chaussure. Puisque la chaussure, cette chaussure en question avait un autre lacet, vous en mettez un nouveau, donc c'est interdit. Si ça vous arrive une chose comme ça, et qu'on a vraiment besoin, disons des tennis et tout, on ne peut pas les porter sans lacet dans certains tennis, parce qu'ils me disent que s'il y a par exemple 6 trous, un certain nombre de trous pour bien fermer la paire de tennis, vous allez enfiler le lacet dans un ou deux trous, les trous supérieurs. Ça tient bien. C'est quoi l'idée? L'idée qu'on n'est pas ce qu'on appelle mévatel, le lacet à la chaussure. Vous voyez? Mévatel, c'est-à-dire ça devient son lacet, il est installé, on n'enlève plus. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je vais poursuivre l'idée, qu'il nous est permis d'enfiler une ceinture pour un homme dans un pantalon, parce qu'on ne met jamais une ceinture de manière définitive. Maintenant, j'ai besoin de le mettre. Quand je vais changer de pantalon, je vais enlever la ceinture, je vais la réenfiler dans le nouveau pantalon. Mais imaginons qu'on ait un cas où, quand on installe la ceinture dans le vêtement, elle y reste définitive, de manière définitivement. Ça, c'est assaut. Parce qu'on est en train de finir le vêtement en quelque sorte. Je ne sais pas si ça existe, mais imaginons une chose comme ça, vous avez un vêtement comme ça, où on enfile le lacet, on enfile la ceinture, et puis une fois qu'elle est installée, c'est fini. Jusqu'à la fin de vie de ce vêtement, on enlève ça. Dans ce cas, c'est interdit. Et l'idée est simple, c'est que vous donnez en quelque sorte le dernier coup de marteau. Vous finissez le vêtement, et ça, c'est interdit. Comme j'ai pu vous expliquer donc la semaine dernière, qu'enlever le faux filage, quand on a fait un vêtement, il est resté des fils comme ça, enlever les fils qui ont permis de façonner, donc on fait la façon du vêtement, donc c'est vraiment le dernier coup de marteau. Une fois que tout est installé, c'est passé à la machine à coudre, et maintenant il y a les fils qui ont tenu les pièces du tissu du vêtement, de la veste, du pantalon, de la jupe, etc. Donc enlever ces derniers fils-là, c'est interdit. Voilà. Ensuite, on va conclure avec ça. On va conclure avec cette halakha qui est souvent pénible parce que on voudrait conserver un petit peu les choses, nos vêtements propres et bien pliés. Nos chachamim interdisent, toujours pour la même raison, de plier des habits qui ont des plis qui nous intéressent. Imaginons que vous avez un pantalon pas négligé, vous voyez, où on est makpid, ensuite de remettre vraiment le bas du pantalon, les deux pieds en question, un côté de l'autre, de telle sorte que le pli du pantalon reste bien comme à l'origine, vous voyez. Donc, vous mettez dans ces plis. Et on est makpid que ce soit dans ces plis. Ça, il ne faut pas le faire. Je sais que c'est embêtant à cause de ça, que le Shabbat, quand on enlève le pantalon, à moins que le pli soit très bien fait, tellement bien fait que de toute façon, il se fait de lui-même, il se fait automatiquement de lui-même, auquel cas on met le pantalon sur un dossier de chaise ou sur un cintre et c'est beau. Mais sinon, le remettre dans ses plis, comme le talit par exemple. Imaginez qu'il y a des gens qui sont très makpid de toujours garder le bon pli de son talit. Ça, il faut pas plier son talit dans ses plis. On peut le plier dans d'autres plis, on peut c'est un petit peu comme ça, mais
être McPeed, quand on fait en semaine, personnellement en semaine, je suis McPeed, hein, je plie bien, afin que les plis de mon talit soient toujours à la même place, de telle sorte qu'il garde son aspect neuf, son aspect correct. Voilà. Donc, si on est McPeed sur les plis, c'est interdit. Voilà, donc voilà, quelques questions sur ça, et on a conclu donc Mathieu Patiche. La dernière, je vous rappelle, donc c'est Haute-Sahara. La semaine dernière, rapidement, je vous ai expliqué comment on fait un hérouve et tout. C'était un début de la de Haute-Sahara. Je pense que grâce à cela, on a bouclé la boucle des Mlachot Shabbat. Donc peut-être, je suis en train de penser que si ça vous intéresse, si vous avez des sujets, on peut les faire. Sinon, je vais reprendre à zéro. Si ça vous intéresse, je vais reprendre à zéro donc les Mlachot Shabbat. Peut-être un peu plus de manière plus profonde, plus élaborée. Ou peut-être en reprenant comme ça avec tous les cas concrets. Je pense que en une petite heure par semaine, en rester aux applications concrètes. Hein, sinon, il faudrait étudier ça profondément. D'ailleurs, au collège, on envisage de reprendre l'étude de la Masechet Shabbat avec donc des très très profondes sur des détails très très précis sur toutes les Mlachot. Allez-y, j'écoute vos questions. J'ai une petite question, Rav. Oui. Alors, bon, en ce qui concerne les Chod Shabbat, ça serait bien qu'on reprenne même tout le temps, parce que ça nous manque toujours, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense comme ça. Et deuxièmement, par rapport, combien de temps le pain dans un four où il n'y a pas tous les critères que vous avez donnés reste bassari? Enfin, on peut pas mettre du beurre dessus. Si le pain, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, si le pain était fait dans les conditions que j'ai dites, à savoir… Non, sans avoir lavé le four, on a fait des chalotes. Maintenant, on les a fait vendredi. Enfin, ma femme les a fait vendredi. Donc, il se passe samedi. Et enfin, bon, il se passe quelques temps. Combien de temps on pourra mettre du beurre dessus? En 2 mots, quoi. J'ai pas compris. Vous parlez du pain qui a été fait dans des fours avec les conditions de laver tout non, ça, sans les conditions que vous avez dit. Ben, il ne sera jamais permis avec du lait, puisque de toute façon, il a été cuit dans un four. Oui. Dans un four qui a peut-être du bain où il y a peut-être de la viande dans le four. Et en plus, si vous l'avez posé directement sur les plaques, les plaques du four qui ont eu de la viande, donc elles ont pris ce qu'on appelle le nat barnat, notre taram. Donc elles ont en elles même un tout petit goût très tenu, un tout petit goût de viande. Donc elles sont définitivement bassari. Ah, aucun. Donc il n'y a pas 2-3 jours. Non, il n'y a pas de rémission pour ça, pas du tout. Elles sont bassari, elles restent tout le temps bassari. Donc papier sulfurisé, impossible parce que c'est pas trop assez. Maintenant, si sans laver le four comme il faut, même si elle le fait, mais bon, comme vous avez dit, avec le cuir vraiment bien nettoyé, avec du papier aluminium, ça donne quoi? C'est avec du papier aluminium et nettoyé, c'est bien. Maintenant, si vous me dites non, qu'il n'est pas bien nettoyé, je ne peux pas m'engager. Si ce n'est pas bien nettoyé, je ne peux pas m'engager. Je ne peux pas vous dire parce que j'ai vu des personnes qui me disent voilà, mon four, j'ai vaguement nettoyé, j'ai ouvert, j'ai passé le doigt sur les parois, sur le haut. Voilà, c'est ça. Et je voyais qu'il y avait un petit peu de noir dans ma main. Donc les khatrila Rav, ne jamais utiliser ce bain pour du halal. Donc les khatrila? Ne jamais utiliser ce pain. Ah oui, si on n'a pas fait attention. Au moins on est tranquille, d'accord. Okay. Si on n'a pas fait attention. Oui, non, mais je donne ces à la faute parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient utiliser ce pain. Ils me disent si je ne l'utilise pas, je mets à la poubelle. Il y en a qui me disent dans la semaine, à part au petit déjeuner, on mange jamais de pain. Je connais des gens comme ça. Donc je leur donne la solution pour que ça reste parfait. Voilà, c'est ça. Là, vous connaissez, vous êtes algérien, Rav, vous? D'origine, mon arrière-grand-père d'Algérie, mais ils sont passés, ils ont trouvé que vous connaissez le minag des Algériens le samedi soir de manger du pain avec du beurre et tout ça, quoi. Ah oui, bon, ben alors je pense qu'il devait faire attention. C'est pas possible. Okay, je pense qu'en Algérie, ils faisaient dans des fours à pain, pas des fours où il y avait de la viande, à mon avis. Ah non, je ne sais même pas s'ils faisaient. Enfin, c'est bon, bref. Ok. Voilà. Mais attention, il faut attendre 6 heures après la DAF, hein, ça dépend quelle heure vous finissez la DAF. Ah, vous inquiétez pas, non, ça là-dessus quand même. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Alors voilà, donc si on est pendant Shabbat, il y a une bouteille de jus de raisin avec un bouchon en fer, et moi je n'ai pas rentré dans le doux, tout ça. Est-ce que j'aurais le droit de prendre la bouteille et casser, on va dire, le haut pour que ce soit ouvert sans que je passe avec un couteau ou que j'ai à ouvrir avec le bouchon?
En fait, casser un peu le haut pour que je puisse après utiliser la bouteille. Parce que je sais que j'aurais pas besoin de la fermer. Je n'ai pas entendu les premiers mots. Reprenez à zéro. Si par exemple, il y a une bouteille de jus de raisin avec un bouchon en fer. C'est les bouteilles de jus de raisin qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Est-ce que j'aurais besoin de casser le haut pour que je puisse extraire le jus de l'intérieur sans avoir à ouvrir ou à pointer avec un couteau? C'est-à-dire pour ne pas faire ma kibépatiche. Alors, vous voulez casser la bouteille carrément, vous? Oui, en fait, le haut finalement, juste pour que ça puisse laisser couler le jus de raisin. Non, il faut pas casser la bouteille parce que comme ça, le casser comme ça, c'est de bonnet vaisseau-terre. C'est au moins sur Midérabin de casser vraiment la bouteille. Ah. C'est beaucoup plus simple de faire ce que je vous dis. Vous prenez un couteau pointu, vous faites un trou dans le bouchon en fer sur le haut et vous l'ouvrez. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais Khila, une Merci, question bête. Oui. Le système de faire un petit trou pendant Shabbat, on parle, hein, évidemment. Pendant le Shabbat, absolument. Pendant le Shabbat. D'accord, ok. Bien sûr. Allez-y, autre question. C'est bon? Vous n'avez pas eu d'autres questions annexes, hein? Il y en a tellement des questions tout le temps, vraiment. Allô, oui, Rav, bonsoir. 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 Alors, pour l'histoire de la ceinture de Shabbat, il y a 2 cas de figure. Je la retire dans la rue, à Paris bien sûr, et je la passe à quelqu'un qui a besoin de rentrer chez lui, ma fille ou n'importe. Cette personne est près de moi. Donc là, c'est permis de lui entourer la ceinture autour de la taille sans faire de pas et sans marcher, n'est-ce pas? Alors, vous dites que vous êtes dans la rue. Voilà, je rencontre ma fille qui n'a pas les clés. Je peux prendre la ceinture sans marcher, ni elle ni moi, la défaire de moi et la lui mettre autour de la taille. Permis. Oui, d'accord. Maintenant, deuxième cas de figure sur lequel j'ai eu beaucoup de discorde parce qu'on a insisté, moi, je n'étais pas d'accord. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette clé de cette ceinture, de la déposer dans un endroit discret ou secret, ou même la boîte aux lettres si elle est ouverte, et prévoir qu'elle passera la prendre plus tard? Ça, je pense que c'est interdit. Vous pensez que quelqu'un d'autre vient la prendre après? Absolument. Et que moi, je la dépose à l'extérieur. Je comprends, mais la personne qui va le prendre après vous, il va le mettre autour de la taille? Elle va la prendre, bien sûr, mais je lui dépose la ceinture parce qu'elle n'avait pas les clés. Je sais qu'elle va venir dans 1 heure. Est-ce que moi, j'ai le droit de la lui déposer dans un endroit dans le domaine public? Je vais vous dire. Moi, je disais que non et on me disait que oui. Alors, j'aimerais bien avoir la réponse. Je comprends. Vous l'êtes dans un endroit discret dans le domaine public, vous dites? Dites-moi exactement où vous allez la poser. Tout à fait. Dans la boîte aux lettres ou… D'accord. Alors, sachez une chose, madame, c'est que quand vous arrivez, prendre un cas de figure, disons, c'est dans le couloir. Voilà, vous êtes rentré dans votre immeuble. Oui, ou dans le caddie. Dans le caddie, ça a été, voilà, par exemple. Vous rentrez dans l'immeuble. Une fois que vous êtes arrêté, votre corps, il est monarch. Il est posé, votre corps. Tout à fait. Comme il est posé, il n'y a aucune interdiction. Dans la mesure où il est posé, voilà, j'ai le chapeau sur la tête. Oui. Dans la cage d'escalier. Ça s'appelle le chapeau, il est posé par terre. Oui. Il est posé par terre. Dans la mesure où il est déjà posé par terre, il n'y a aucune interdiction. Si je ne marche pas, je suis immobile, je me suis arrêté, prendre mon chapeau et le poser sur l'escalier. Une personne va faire pareil, il va arriver sur cet escalier, il va avoir un chapeau, il voudrait rentrer à la maison, on dit il n'a pas le droit de le prendre à la main, il n'y a pas de problème, qu'à cela ne tienne, je prends le chapeau, je le mets sur la tête, sans bouger, et une fois qu'il est sur moi, c'est derrière malbouche, c'est un derrière tapis, j'ai le droit de partir et de rentrer à la maison avec. Oui, madame. Et j'étais persuadée que c'était interdit. Mais d'accord. Donc, je pourrais aussi bien de la même façon déposer, à ce moment-là, Rav, je pourrais de la même façon déposer une clé sous le paillasson pour quelqu'un d'autre qui viendrait et qui prendrait cette clé sans bouger pour ouvrir la porte. Absolument. C'est vrai? Mais on m'a dit, je pensais que non depuis des années. Attendez, une seconde. Vous êtes sorti de chez vous avec la clé autour de la taille, on est d'accord? Oui. Voilà. Et vous êtes devant votre porte. Vous, une fois qu'elle est autour de votre taille, vous vous arrêtez sur le paillasson. Vous êtes à l'arrêt. Vous l'enlevez de sur vous. Oui. Vous le mettez sous le paillasson. Oui. Et une autre personne pourra ou bien prendre la clé bichlal sans la mettre autour d'elle-même, parce que le paillasson est à côté de la porte, ouvrir la porte, ou bien s'il a besoin de clé, il doit aller à la choule avec, il prend la clé, il la met autour de sa taille, il s'en va avec. C'est permis, absolument.
Eh ben, Chazak, voilà, ben, vous m'apprenez quelque chose, Baruch Hashem. J'ai toujours pensé que c'était interdit, parce que pour moi, dans la mesure où on déposait quelque chose à l'extérieur, c'était interdit. Mais vous comprenez la svara, vous Mais comprenez? oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de, il y a Vous pas de êtes mobilité. voilà, vous êtes déjà posé. Une fois que je me suis arrêté, je suis posé. Alors, si j'ai un habit sur moi, je me suis arrêté quelque part dans la rue, je me suis arrêté sur un banc public. Et oui, Enlever ma veste, j'essaie de mettre la veste sur mon banc public. Une fois que je suis assis, c'est fini. Ouais. Je ne pourrai pas prendre ma veste et marcher avec, c'est sûr. Mais je pourrai ensuite réenfiler ma veste et repartir, il n'y a aucun problème. ça veut dire que quand les enfants ils ont chaud dans le parc, ils retirent leur veste, ils la posent sur un banc public, ils vont jouer, ils reviennent, Voilà. ils reprennent la veste et ils Aucun s'en vont. problème. Exactement. Exactement. Eh ben, c'est très bien, je ne pensais pas du tout. Razak, Voilà. très bien, vous m'enlevez une épine du pied. On apprend tout le monde, madame, c'est l'avantage. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci, Rav, merci. Allez, quoi tout va tout le monde, une bonne fête de l'Akba Omer, qu'on soit le des Oroth, des lumières de l'Akba Omer de Rabbi Shimon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Rav. Chazak Baruch. Merci beaucoup, Rav. Des bonnes nouvelles. Razak. Des bonnes nouvelles. Amen.